faire basculer les choses, Alors, il y a une précision que à donner. l'effort soit un petit peu moins Il y a fort? une précision à donner que lorsqu'on dit aux téléspectateurs que le budget va baisser, qu'il y a 30 milliards d'euros d'économie, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que le budget de l'État de 2025, s'il est adopté tel que le prévoit le projet proposé par François Bayrou, va quand même augmenter en valeur absolue. En fait, ce que fait le gouvernement, c'est qu'il baisse l'augmentation tendancielle des dépenses. C'est-à-dire que les dépenses augmentent de chaque année. Et Mais moins que d'habitude. Mais elles augmentent moins que d'habitude. Donc, faites 30 milliards d'euros d'économie sur l'augmentation qui va être en cours. Donc, les dépenses de 2025 sont supérieures à 2024. Et sur la question que vous posiez, est-ce que c'est le record d'économie qui a été fait? Non, le record qui a été fait, c'était lors du PLF 2012, présenté à l'époque par Nicolas Sarkozy et Valérie Pécresse, dont les dépenses en valeur absolue avaient baissé par rapport à celles de 2011. Ça, c'est pour le premier point. Le point que vous posez ensuite, après, sur des questions d'arbitrage, c'est qu'en fait, François Bayrou n'est pas uniquement sur une équation économique et budgétaire. S'il veut survivre politiquement, il doit faire des concessions, soit au Parti socialiste, soit au Rassemblement national. Or, il faut quand même le rappeler, le Parti socialiste, dans sa coalition du Nouveau Front populaire, et le Rassemblement national ont été élus sur des promesses d'augmentation des dépenses publiques. Beaucoup de la part du Nouveau Front populaire, mais aussi beaucoup de la part du Rassemblement national. Donc, pour les contenter, vous devez faire soit des dépenses fiscales, soit des dépenses qui vous coûteront de l'argent, donc qui creusent davantage le déficit. Il faut quand même le rappeler, avant que Michel Barnier soit censuré, Marine Le Pen avait présenté 5 lignes rouges, et ces 5 lignes rouges coûtaient de l'argent. De la même manière, le Parti socialiste a demandé un certain nombre de lignes rouges, dont la fameuse suspension ou réforme sur la réforme des retraites, qui coûtera un certain nombre de milliards d'euros. Et donc, c'est tous ces milliards d'euros que François Bayrou doit consentir s'il ne veut pas subir le même sort que Michel Barnier. Pour défendre quand même François Bayrou, ça veut dire que ce n'est pas pour autant que ce serait forcément un très très mauvais budget. Tout simplement, en fait, l'équation qu'il doit faire, c'est est-ce qu'il vaut mieux donner 10 milliards de plus que Barnier voulait donner pour assurer la survie du gouvernement, ou est-ce que l'instabilité gouvernementale coûtera plus cher aux Français, avec des questions qui vont être simples? Si le gouvernement tombe, vous n'avez pas de budget, les collectivités territoriales ne peuvent pas investir, le coût de la dette va être renchéri, et cet ensemble de coûts pourrait coûter plus cher que 10 milliards. C'est à Bercy de donner les estimations, et notamment par son atamazia de sa ministre du Budget, par François Bayrou. Sur les classes moyennes, c'est possible de trouver cet équilibre-là? Il va falloir toucher aux entreprises et aux classes les plus aisées, c'est ça qui est prévu? Il n'y a pas 36 000 solutions? Oui, c'est possible de le faire, mais normalement, il faut travailler plus sérieusement que ça, parce que lorsque vous regardez le projet qui a été présenté, c'est très difficile de trouver 50 milliards d'euros, soit d'économie, soit de hausse d'impôts, et de ne pas toucher les Français. C'est à chaque fois la promesse qui a été faite à l'ensemble des Français et par différents gouvernements, et ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le cas pour différents points. Le premier point, c'est que 71% des Français trouvent qu'il y a trop d'impôts en France. C'est-à-dire qu'actuellement, la France est quand même la championne du monde, la championne minima d'Europe, des prélèvements obligatoires, avec un taux de prélèvement obligatoire à 47,3% du PIB. C'est-à-dire que 50% de la richesse nationale est prélevée par l'État actuellement. Or, le gouvernement prévoit d'augmenter davantage les prélèvements obligatoires, portant notamment sur les entreprises et sur différents sujets. On va voir si ça atteint véritablement 21 milliards d'euros. Mais lorsque vous voulez trouver 21 milliards d'euros, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Il faut quand même brasser le plus large possible. Et les taxes qui sont proposées ou les surtaxes qui sont proposées n'arriveront pas à ce montant-là. Donc, vraisemblablement, Amélie de Montchalin et François Bayrou vont revoir le copie et augmenter ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Or, si vous voulez augmenter l'assiette fiscale, vous touchez soit davantage de contribuables, soit davantage d'acteurs économiques. C'est à peu près aussi simple que ça. Et donc, on va prendre plusieurs exemples. Lorsque François Hollande avait promis sa fameuse taxe à 75%, pour ceux qui se rappellent, en 2012, sa taxe à 75% avait rapporté 400 millions d'euros. Donc vous faites le calcul là maintenant, pour trouver 20 milliards d'euros, il y a quand même un écart qui est assez important. Les super riches ne pourront pas payer autant d'impôts. Donc va savoir qui va payer en fait l'addition qui est manquante. Et l'autre question qui est posée notamment sur la baisse des dépenses, c'est est-ce que la baisse des dépenses vont impacter la question que vous posez, les classes moyennes. Or, pour ne pas impacter les classes moyennes, en fait la seule remède qu'ont trouvé l'ensemble des pays européens et les États-Unis et le Canada, ou les pays nord-américains, c'est en fait de baisser la dépense publique, portant notamment sur ce qu'on appelle la bureaucratie, les dépenses en coûts, etc. Et en fait c'est ça le sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces surcoûts administratifs et cette surbureaucratisation a un coût en France. C'est 400 000 emplois de fonctionnaires, c'est 80 agences qui représentent environ 80 milliards d'euros de budget. Si vous baissez ça, vous avez plus de chances de ne pas toucher les classes moyennes que si vous baissez les dépenses portant sur les remboursements de médicaments ou sur différents dépenses sociales ou dépenses publiques qui touchent directement la population. Alors, on va avoir ensuite des bénéfices sur le long terme. William Tay. Alors, il y avait une théorie économique qui disait que trop d'impôts tue l'impôt. Et là, maintenant, la nouvelle théorie économique, c'est trop de normes tue les normes. Pourquoi concrètement? C'est une difficulté pour les économies françaises. Tout simplement lorsque vous avez un excès de normes, alors que l'adage dit que nul n'est censé ignorer la loi, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'entreprises qui sont obligées d'embaucher un certain nombre d'avocats et de juristes pour se baquer et se protéger face aux nouvelles normes qui sont dans
dans un contexte qui est de plus en plus mouvant. En plus des normes françaises, vous devez en plus connaître les normes européennes, parce que vous êtes dans une économie qui est intégrée à l'Union européenne. Et tout cet ensemble de normes, en fait, doit être intégré et doit être digéré par l'ensemble des entreprises qui doivent faire attention. Dernièrement, vous aviez un sujet, c'était la crise agricole. De quoi se plaignent les agriculteurs? C'est qu'ils avaient davantage de normes pour leur propre production que les producteurs européens, qui eux-mêmes avaient moins de normes que les producteurs mondiaux et les producteurs étrangers. Tout cet excès de normes fait que vous êtes moins compétitif, et cette manque de compétitivité vous pénalise lors de la compétition internationale, en fait, vous êtes en concurrence avec d'autres entreprises qui n'ont pas les mêmes normes comme nous. Deuxième point, concrètement, pourquoi est-ce que ça coûte cher? Parce qu'en fait, ces normes sont produites par des agences. Oui, c'est ça ce que j'allais vous dire. Il y a les normes, mais ce qui explique qu'on soit à 4% en France et 0,17% en Allemagne, il y a des écarts, et je vais illustrer, je vais tenter d'illustrer. D'une part, c'est parce qu'on a un certain nombre d'agences qui ont été créées suite à différents scandales ou à différents faits politiques. En fait, chaque personnalité politique ou chaque gouvernement s'est dit, on va tenter de légiférer, et comme la confiance dans les politiques était faible, on a créé ce qu'on appelle des commissions indépendantes, des agences indépendantes, auxquelles ces agences devaient en fait réglementer la vie des Français. Or, ces agences ont besoin à peu près de structure. Ils ont besoin d'une agence de com, d'un DIRCOM, d'une assistante, de voitures, de garde du corps, de sécurité, etc. Et cet ensemble-là coûte un certain nombre d'argent public. On a décompté, on a à peu près 1000 agences indépendantes qui coûtent à peu près 80 milliards d'euros. Mais pour illustrer, ça concerne aussi, cette surbureaucratisation coûte très cher pour les domaines de santé et de l'éducation, avec des chiffres qui vont être très parlants pour l'ensemble des gens qui nous écoutent. Lorsque vous prenez le système de santé français, la France dépense à peu près le même montant par habitant que l'Allemagne pour ses dépenses de santé. Alors vous expliquez comment ça se fait que les médecins allemands soient mieux payés, comment ça se fait que les infirmières allemandes soient mieux payées, comment ça se fait qu'ils avaient plus de lits d'hôpitaux que nous pendant le Covid. Tout simplement parce qu'en fait, on dépense 10 points de notre budget de plus que eux sur la surbureaucratisation et sur notamment des fonctionnaires qui doivent contrôler le travail des médecins. En fait, ce sont des gens qui n'ont jamais vu un médecin, qui n'ont jamais vu un patient, qui n'ont jamais séjourné à un hôpital, qui sont là pour contrôler si le travail a été fait. C'est un peu les inspecteurs des travaux finis. Et cela, en fait, coûte cher, coûte de l'argent. Et au lieu de le mettre directement aux soins, au lieu de le mettre directement sur le salaire des médecins et des soignants, vous le mettez sur l'administration, sur la surbureaucratisation. Et c'est pour ça qu'on a des résultats qui sont moins performants que nos voisins allemands, malheureusement. Alors, je voudrais qu'on n'en a pas donné grand-chose. En fait, il faut comprendre ce que veut faire François Bayrou. François Bayrou est quand même le père fondateur du macronisme. C'est lui qui avait théorisé réunir le cercle de la raison cher à la main, que le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite. Et dans le même temps, il sait qu'Emmanuel Macron est très impopulaire dans la mesure où il récolte maintenant que 20% de cote d'opinion. Il ne peut pas se dédire sur le fond, parce que le macronisme, c'est un peu lui qui l'a créé. Par contre, il va faire un changement de rupture sur la forme. Or, qu'est-ce que c'était que le macronisme? D'un point de vue de la forme, c'était une forme de dirigisme centralisateur qui imposait des décisions parfois non acceptées du haut de Paris à destination des provinces, et c'est ça qui avait notamment provoqué des crispations, notamment sur la taxe sur le carburant qui était annoncée par Édouard Philippe, auquel se sont révoltés les Gilets jaunes. François Bayrou, lorsqu'il était au plan, il avait une autre mission aussi, c'est qu'il était secrétaire général, je crois, du Conseil de la refondation que voulait lancer le président de la République en 2022 suite à sa réélection. Dessus, en fait, il avait tiré 2 conclusions essentielles sur la question des Gilets jaunes, parce qu'ils avaient quand même continué à travailler après. La première, c'était que les Gilets jaunes sont nés en raison d'une part du contexte de mondialisation, c'est-à-dire qu'en fait, avec la mondialisation, l'ouverture à la concurrence, etc., à l'entrée de la France dans le marché unique, il y a un certain nombre de populations françaises qui a subi ce qu'on appelle la désindustrialisation, qui se sont appauvries, et quand vous regardez, le monsieur habite dans Saône-et-Loire, ça fait partie de la zone qu'on appelle la diagonale du vide, qui ont perdu beaucoup d'argent, en tout cas, qui ont perdu beaucoup de perspectives économiques. La deuxième chose qui était importante, c'était le phénomène de métropolisation. C'est-à-dire que la métropolisation fait qu'en fait, vous concentrez une grande partie des richesses dans les grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, Dijon, Nantes, etc. Et dans cette construction, en fait, ceux qui habitent dans ce qu'on appelle la France périphérique n'ont accès ni aux emplois privilégiés, ni à la croissance économique, et en plus, ils n'ont pas accès à toutes les infrastructures publiques, transports publics, etc. Donc, ces personnes-là ont besoin de leur voiture pour aller venir travailler dans la métropole. Et cette décision de couper en fait la voiture, et notamment de pénaliser ceux qui travaillent et ceux qui venaient travailler en voiture, qui a enflammé la crise des Gilets jaunes. Et François Bayrou a très bien compris ça. Il avait essayé de montrer qu'il était différent d'Emmanuel Macron, notamment en voulant incarner la France profonde et la France rurale par rapport à une France plutôt technocratique qui venait davantage de Paris. Et donc, il doit prendre les Gilets jaunes pour montrer qu'il a une différence substantielle à Emmanuel Macron. Et je pense qu'il y répondra notamment en partie, notamment ce qui concerne les déserts médicaux, la question de l'emploi, et je pense qu'il va relancer la question de l'industrialisation. Ce dont nous parlait notre intervenant, Pierre-Gaël Laveder, William Tay. Il y a 2 points sur la taxe sur le carburant. C'est surtout que
Je pense que les automobilistes, en fait, ont un problème avec l'État, c'est qu'il y a des injonctions qui sont contradictoires et surtout, l'État fait des conseils en changeant tous les 10 ans de conseils. Au départ, il disait qu'il fallait prendre la voiture à diesel, juste après, ils ont dit qu'il fallait prendre la voiture à essence, puis qu'il fallait prendre la voiture à diesel. Et toutes les personnes qui ont économisé, parce qu'il faut quand même le dire, ils n'ont pas beaucoup d'argent et surtout, ils font des prêts pour emprunter leur voiture sur plusieurs années. Ces personnes-là, on leur a dit qu'ils étaient trop bêtes, qu'ils avaient rien compris, que maintenant, il fallait passer à la voiture électrique. Et quand vous vous mettez à la place d'un gilet jaune, comme la personne qui était là, c'est compliqué de recharger sa voiture électrique lorsque vous habitez en Saône-et-Loire, lorsque vous habitez à 100 km d'une grande métropole. Et ces personnes-là, en fait, on se sont dit, ces gens ne nous comprennent pas, ils ne comprennent pas ce qu'on vit au quotidien, et en fait, ils prennent des décisions qui sont déconnectées du quotidien des Français. C'est pour ça qu'ils sont venus monter leur dénonce à Paris. Sur la question de la justice sociale, maintenant que vous abordez, en fait, ça veut dire qu'en fait, vous faites porter l'effort des habitants des métropoles, parce qu'eux n'ont pas de problème avec la voiture, parce qu'ils ont les transports publics, sur les habitants de France périphérique et de la ruralité. En fait, ce n'est pas une question de justice sociale, c'est plutôt une question de justice territoriale, avec faire porter un effort de l'effort écologique sur ceux qui habitent loin des métropoles, plutôt que ceux qui habitent en métropole. Mais la notion de justice, William Tay, il n'en a plus jamais reparlé, pourquoi ? Il y a deux sujets principaux, c'est que je pense, c'est une question d'analyse, c'est que les Gilets jaunes se mobilisaient principalement contre sa politique. Parce qu'Emmanuel Macron proposait deux grandes mobilités, une mobilité sociale et une mobilité géographique. Et ces gens-là ont à peu près dit, en fait, les réformes d'Emmanuel Macron, ils n'en voulaient pas, ils ne voulaient pas entrer dans la mondialisation, ils ne voulaient pas, en fait, être ceux qui étaient dans des gares et ceux qui n'étaient rien. Pour résumer à peu près simplement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour faire ça, d'un point de vue concrètement, d'un point de vue de politique budgétaire, c'est que ça demandait beaucoup d'investissements. Or, Emmanuel Macron était davantage porté à l'époque, avant 2020 et avant le quoi qu'il en coûte, sur une réduction du déficit public. Il faut rappeler que c'est la dernière fois, en 2018-2019, qu'on est passé sous la fameuse barre des 3% de déficit public et qu'Emmanuel Macron ne veut pas ouvrir la vanne budgétaire. Lorsque vous voulez répondre aux injustices territoriales, aux différentes injustices qui ont été évoquées par la personne juste avant qui était Gilet jaune, en fait, ça coûte un maximum d'argent et Emmanuel Macron ne voulait pas le dénoncer. Surtout, il ne voulait pas renoncer à la politique qu'il avait mise en place entre 2017 et 2019. Moi, je pense que oui, je suis d'accord avec Jean. En fait, il y a deux points qui vont être posés. C'est est-ce qu'il va être François Bayrou va être censuré donc demain? A priori, non, parce que Marine Le Pen ne censurera pas et donc vous n'aurez pas les 289 votes qui sont nécessaires. Pour autant, le Parti socialiste est actuellement en négociation avec François Bayrou. Si on se place à la place du Parti socialiste, il y a une question d'intérêt pour eux. Et ils ont intérêt de montrer qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout de leur menace. Or, leur menace est la suivante. Ils veulent obtenir une réforme sur la réforme des retraites ou une suspension ou une abrogation, ils ne l'auront désormais pas. Et le meilleur moyen d'obtenir les meilleures armes pour eux, pour réformer la réforme des retraites, c'est de mettre de la pression à François Bayrou pour les obliger à négocier avec eux. Et pour le faire revenir François Bayrou à la table, il faut faire comme ce qu'a fait Marine Le Pen, elle garde Michel Barnier. Il faut menacer de censurer, même si vous ne voulez pas le faire. Vous avez intérêt à annoncer que vous voulez le faire pour remettre le Premier ministre autour de la table. Dire que le système de retraite ne les intéresse pas ou plus? Je pense que le RN a une position qui est davantage politique que économique sur le sujet, c'est-à-dire qu'en fait, si ils soutiennent la censure éventuelle, c'est-à-dire que ça obligerait François Bayrou à venir négocier avec le Parti socialiste. Or, le Rassemblement national, de ce qu'on voit de son modèle de comportement depuis la dernière dissolution, n'a pas intérêt à voir des personnes d'autres camps réussir. On voit bien qu'ils veulent empêcher, à l'époque, Bruno Retailleau et Michel Barnier de réussir sur le plan économique et sur le plan régalien. De la même manière, s'ils aidaient le Parti socialiste à obtenir la réforme sur la réforme des retraites, et le Parti socialiste dirait et aurait tout le loisir de dire c'est nous qui avons obtenu la réforme sur la réforme des retraites, donc si vous voulez empêcher la réforme des retraites, il faut voter davantage socialiste qu'il ne faut voter Rassemblement national. Donc je pense que le RN ne censurera pas demain.